On croit tout savoir de Serge Gainsbourg. Le provocateur, le chanteur de scandale, l'homme à la tête de chou devenu mythe national. On a disséqué ses provocations télévisées, analysé ses textes sulfureux, célébré ses audaces artistiques. Mais derrière la silhouette voûtée, la gitane au bout des doigts et le regard fatigué par les excès, se cache un univers moins raconté, celui des femmes qui ont partagé sa route. Des femmes qui furent ses amours, ses muses, ses partenaires de création, parfois ses victimes, mais aussi ses égales dans l'inspiration et le génie. Leur voix, souvent éclipsée par l'ombre immense du maître, mérite aujourd'hui d'être entendue. Car comprendre Gainsbourg, c'est aussi explorer l'empreinte qu'il a laissée sur ces femmes et celle qu'elles ont, en retour, gravée dans son œuvre. Si Bardot incarna la passion flamboyante et interdite, Jane Birkin fut l'histoire d'amour la plus durable, la plus médiatisée, mais aussi la plus tumultueuse de la vie de Serge Gainsbourg. Leur rencontre en 1968 ressemble à un coup de tonnerre. Birkin n'a alors que 22 ans. Actrice britannique en pleine ascension, elle débarque en France pour jouer dans Slogan, un film de Pierre Grimblat, où elle partage l'affiche avec Gainsbourg. De prime abord, rien ne la prédestinait à lui. Elle parle mal français, il a 20 ans de plus, son allure fragile contraste avec le cynisme goguenard de l'artiste. Pourtant, sur le tournage, la magie opère. Leur idylle débute sous le signe de la surprise. Birkin, d'une beauté naturelle et d'une spontanéité désarmante, tombe sous le charme d'un homme qu'elle décrit comme drôle, intelligent, bouleversant. Lui qui ne s'était jamais remis du départ de Bardot, voit en cette jeune femme une renaissance. Leur histoire s'installe dans le quotidien parisien et bientôt, ils deviennent le couple le plus en vue de la scène culturelle française. Avec Birkin, Gainsbourg n'est plus seulement le provocateur solitaire. Il devient l'autre moitié d'un duo mythique. Ensemble, ils incarnent l'esprit des années 70. Liberté amoureuse, audace artistique, anticonformisme revendiqué. Leur complicité se traduit par une série de collaborations qui marquent à jamais la chanson française. En 1969, ils enregistrent « Je t'aime », moi non plus, cette fois-ci publié, qui devient l'un des titres les plus célèbres et les plus controversés de la musique mondiale. L'érotisme explicite du morceau déclenche scandales et censures, mais propulse le couple au rang de légende vivante. Birkin devient la muse de Gainsbourg, mais aussi sa partenaire de création. Elle inspire des chansons devenues cultes, La Décadence, ballade de Melody Nelson, Baby Alone in Babylon. Son accent anglais, sa voix fluette et cristalline contrastent avec la voix grave et rauque de Gainsbourg, créant un équilibre inédit. Dans les clips, dans les émissions télévisées, dans les photos volées des magazines, ils offrent au public l'image d'un couple glamour, libre, moderne. Mais derrière le vernis, la réalité est plus sombre. La vie commune avec Gainsbourg est marquée par ses excès. Alcool, crise de jalousie, provocations en public, Birkin en souffre. Elle raconte plus tard les nuits d'ivresse où Gainsbourg, transformé, devenait violent verbalement, parfois destructeur. Elle, malgré l'amour, finit par se lasser de ce chaos permanent. En 1980, elle quitte la maison de la rue de Verneuil, emmenant avec elle leur fille Charlotte, née en 1971. Ce départ brise Gainsbourg, qui sombre encore davantage dans ses excès. Pourtant, malgré la rupture, le lien ne s'éteint jamais. Birkin restera jusqu'à sa mort en 2023 l'une des gardiennes de l'héritage de Gainsbourg. Elle continuera à chanter ses chansons, à raconter leur histoire, à défendre sa mémoire. Elle disait souvent qu'elle n'avait jamais cessé de l'aimer, même après la séparation, et qu'il était resté l'homme le plus important de sa vie. Leur relation, avec ses sommets artistiques et ses abîmes intimes, dépasse le cadre d'un simple couple. Elle symbolise une époque où l'art et la vie se confondaient, où les excès nourrissèrent la création autant qu'ils la détruisaient. Birkin, par sa douceur et sa fragilité, avait tempéré un temps la noirceur de Gainsbourg. Lui, par sa démesure, avait révélé chez elle une force qu'elle n'imaginait pas. À travers Jane Birkin, Gainsbourg a trouvé plus qu'une muse, une complice, une partenaire, une amante et une mère. Leur duo restera gravé comme l'un des couples les plus emblématiques de la culture française, comparable aux grandes légendes du rock et du cinéma. Mais cette légende a un prix, celui de l'équilibre perdu, du bonheur impossible, de la douleur partagée. En fin de compte, Birkin fut sans doute la femme de sa vie, au sens où elle marqua durablement son art, sa mémoire et son imaginaire. Ensemble, ils n'ont pas seulement écrit des chansons, ils ont écrit une histoire qui appartient désormais à la mémoire collective. Mais derrière la légende, il y eut des blessures. Gainsbourg, en tombant amoureux de Bardot, se heurte à la dure réalité. Il n'est pas l'homme avec lequel elle pouvait construire une vie stable. Elle, toujours en quête de liberté, choisit de préserver son mariage et sa carrière. Lui, dans sa fragilité, vit cette séparation comme une brûlure. Ce rejet nourrit chez Gainsbourg un sentiment d'incomplétude qui rejaillira dans ses futures relations amoureuses, notamment avec Jane Birkin.
Pourtant, Bardot n'a jamais cessé de le considérer avec tendresse et respect. Elle a souvent parlé de lui comme d'un génie, d'un homme unique, dont la fragilité et la puissance créatrice l'avaient bouleversé. Gainsbourg, quant à lui, n'a jamais effacé Bardot de son panthéon intime. Elle restera, à ses yeux, l'incarnation de la femme libre, solaire, insaisissable, celle qui a confirmé que même les icônes pouvaient de succomber au charme des mots. Ainsi, la liaison Bardot-Gainsbourg, aussi brève qu'elle fut, demeure l'une des plus fascinantes de l'histoire culturelle française. Plus qu'un simple épisode sentimental, elle a donné naissance à un mythe musical et a inscrit dans la légende l'idée que l'art peut naître d'un instant de passion, aussi fugace soit-il. Bardot fut la muse flamboyante, celle qui inspira l'un des hymnes les plus sulfureux de la chanson française et qui révéla à Gainsbourg qu'il avait le pouvoir de séduire non seulement par ses notes, mais par sa force de subversion. Après Juliette Gréco, l'initiatrice, Bardot la flamboyante et Birkin la complice légendaire, il reste à évoquer celle qui accompagna Serge Gainsbourg dans ses dernières années, Caroline Paulus, plus connue sous son pseudonyme Bambou. Leur histoire est moins racontée que celle de ses prédécesseurs, mais elle occupe une place singulière, celle de l'amour crépusculaire mêlé de tendresse et de tragédie, dans une période où l'artiste était déjà happé par ses démons. Bambou naît en 1961, elle a 24 ans de moins que Gainsbourg. Leur rencontre se fait en 1981 dans un Paris qui a changé. Gainsbourg est désormais une star, mais aussi une caricature de lui-même. Ses provocations médiatiques lui font la une, ses excès d'alcool sont devenus un spectacle permanent et son personnage de Gainsbar s'impose autant que celui de Gainsbourg. C'est dans ce climat d'excès que Bambou entre dans sa vie. Leur relation surprend par l'écart d'âge, mais elle repose sur une complémentarité inattendue. Lui, usé et en quête de douceur. Elle, jeune et fragile, attirée par le génie et le charisme sombre de l'artiste. Avec Bambou, Gainsbourg découvre une forme de paternité tardive. En 1986 naît Lucien dit Lulu, son fils, unique héritier masculin de l'artiste. Cette naissance bouleverse l'équilibre de leur couple. Gainsbourg, déjà père de Charlotte avec Jane Birkin et de Natacha avec Béatrice Ardisson, vit avec Lulu une relation différente, plus tendre, presque apaisée. Il se montre protecteur, soucieux de transmettre quelque chose à travers la musique et l'éducation. Bambou devient alors la gardienne de cette intimité, celle qui veille sur un Gainsbourg père, loin des caméras. Mais cette douceur familiale ne suffit pas à effacer les démons. Gainsbourg, prisonnier de ses addictions, sombre de plus en plus. L'alcool est omniprésent, les nuits d'ivresse succèdent aux crises et la santé décline rapidement. Bambou se retrouve confronté à une double réalité. D'un côté, la chance d'avoir partagé la vie d'un génie, d'un homme tendre et aimant dans l'intimité. De l'autre, le poids insupportable d'un compagnon en autodestruction qui s'expose sans pudeur et s'effondre dans les excès. Leur relation fut marquée par cette ambivalence constante. Amour sincère, mais miné par l'ombre de la dépendance. Bambou a souvent raconté qu'il pouvait être attentionné et drôle, mais aussi imprévisible, destructeur et épuisant à vivre. Elle n'était pas seulement la compagne. Elle devint parfois l'infirmière, la protectrice, celle qui tentait de maintenir un semblant d'équilibre dans la maison de la rue de Verneuil. Dans la mémoire collective, Bambou souffre d'une image ambiguë. Certains la présentent comme une figure discrète, presque effacée par rapport à Bardot et Birkin. D'autres la jugent opportuniste, accusée d'avoir profité de la notoriété de Gainsbourg. Mais cette vision est réductrice. En réalité, Bambou fut la femme d'un moment particulier, le crépuscule. Elle n'incarne pas la passion éclatante des débuts, mais l'accompagnement dans la chute. Elle a connu le Gainsbourg fatigué, rongé par l'alcool, mais aussi le père attendri qui voulait laisser à son fils Lulu une trace autre que celle du scandale. Lors de la mort de Gainsbourg, en mars 1991, Bambou est à ses côtés. Elle devient, malgré elle, la dépositaire d'un héritage intime et familial. Elle élève leur fils, tente de préserver la mémoire du père tout en protégeant l'enfant de l'écrasante ombre d'un mythe. Son rôle, discret mais essentiel, est celui de la survivante d'une relation vouée à la tragédie. Avec Bambou, c'est une autre facette de Gainsbourg qui se révèle, celle d'un homme à bout de force, mais encore capable d'aimer, de donner et de transmettre. Leur histoire n'a pas la flamboyance des précédentes, mais elle a une profondeur mélancolique. L'amour dans la chute, la tendresse au cœur de la destruction. Ainsi, Bambou restera dans l'histoire comme la dernière compagne, la femme qui a vu de près l'ultime visage de Gainsbourg. Non plus celui du dandy provocateur, mais celui d'un homme brisé, fragile, encore habité par des éclairs de génie, mais rattrapé par ses faiblesses. Son témoignage permet de comprendre l'homme derrière le mythe et de rappeler que même les légendes ont besoin de douceur au crépuscule.
Quand on évoque les femmes de Gainsbourg, on pense immédiatement aux amours flamboyantes. Bardot, Birkin, Bambou, mais il serait réducteur de limiter son univers féminin à ses seules liaisons. Car autour de lui gravitait une autre constellation de femmes. Des collaboratrices, des interprètes, des actrices de son génie musical. Certaines furent ses muses éphémères, d'autres ses complices créatives, mais toutes, à leur manière, ont contribué à écrire les plus belles pages de sa carrière. Souvent éclipsées par les scandales amoureux, elles méritent pourtant qu'on leur redonne voix. Parmi elles, France Gall occupe une place singulière. En 1966, elle n'a que 19 ans lorsqu'elle chante Les Sucettes, une chanson apparemment naïve sur les friandises à l'anis. Mais derrière l'innocence apparente, Gainsbourg a glissé un double sens sexuel évident. France Gall, candide, n'en comprend pas immédiatement la portée et se sent trahie lorsqu'elle découvre la lecture grivoise qu'en fait le public. Elle vivra cette chanson comme une humiliation, mais aussi comme une étape fondatrice dans sa carrière. Cette collaboration illustre l'ambivalence du rapport de Gainsbourg aux femmes. D'un côté, il révèle un talent, il compose un tube. De l'autre, il expose, parfois brutalement, la vulnérabilité de celle qu'il choisit. À l'opposé, la collaboration avec Catherine Deneuve témoigne d'une grande complicité artistique. Deneuve, icône du cinéma français, prête sa voix à des chansons de Gainsbourg, notamment le mythique duo Dieu est un fumeur de Havane. Ici, pas de manipulation ni de provocation malsaine, mais un échange d'ego. Gainsbourg trouve en Deneuve une partenaire subtile, capable de traduire son univers avec une élégance glaciale. Elle incarne pour lui une féminité distante, mystérieuse, qui correspond parfaitement à ses explorations poétiques. Leur collaboration, plus discrète, reste néanmoins l'une des plus raffinées et des plus respectées. Dans les années 1980, Serge Gainsbourg, déjà marqué par les excès, se tourne vers de nouvelles icônes féminines. Parmi elles, Vanessa Paradis, toute jeune star, révélée par Joe le Taxi. Il compose pour elle l'album Variations sur le même thème, 1990, qui marque une étape importante dans sa carrière. Cette rencontre entre l'homme usé et l'adolescente en pleine ascension illustre une forme de passage de flambeau. Gainsbourg y déploie une écriture subtile, joue avec l'innocence et la sensualité de la jeune chanteuse et lui offre un répertoire qui assoit définitivement son statut d'artiste. Avec Paradis, il ne s'agit plus de provocation scandaleuse, mais de transmission. L'homme vieillissant façonne l'image d'une nouvelle génération. Il ne faut pas oublier non plus ses collaborations avec Dalida, Régine ou encore Michel Mercier. Autant de femmes célèbres qui, le temps d'une chanson ou d'un projet, se sont laissées séduire par la plume acérée de Gainsbourg. Même si ces rencontres ne furent pas aussi marquantes que celles avec Bardot ou Birkin, elles ont enrichi la mosaïque de son œuvre. Chaque collaboration féminine semble avoir été, pour lui, l'occasion d'expérimenter un nouveau style, une nouvelle provocation, un nouveau masque. Ces collaboratrices rappellent que l'inspiration de Gainsbourg était profondément liée au féminin. Non pas seulement dans l'amour ou la passion, mais dans la création pure. Il avait ce flair rare pour deviner chez une femme la voix, l'attitude, le geste qui incarnerait au mieux ses obsessions artistiques. Parfois, cette intuition se transformait en manipulation, comme avec France Gall. Parfois, elle débouchait sur des œuvres d'une élégance intemporelle, comme avec Deneuve. Parfois, enfin, elle se muait en transmission, comme avec Vanessa Paradis. Ces femmes dites « oubliées » ne le sont qu'en surface. Dans l'ombre des muses passionnelles, elles ont façonné l'œuvre d'un génie qui savait que sa musique, pour toucher au sublime, devait se nourrir de la voix et du souffle féminin. Sans elle, une partie de son héritage serait restée incomplète. En parcourant la galerie des femmes qui ont traversé la vie de Serge Gainsbourg, une évidence surgit. Aucune n'est semblable à l'autre, mais toutes reflètent une même vérité. Il ne pouvait créer sans elles. Les femmes ne furent pas seulement ses amantes ou ses compagnes. Elles furent le matériau vivant de son art, les miroirs dans lesquels il projetait ses obsessions, ses blessures et ses désirs. Pourtant, ce rôle de muse est profondément ambivalent, source d'inspiration, mais aussi fardeau, parfois même piège. Gainsbourg avait un rapport quasi vampirique au féminin. Il se nourrissait de la présence des femmes, de leur énergie, de leur beauté, de leur mystère. Avec Bardot, il a trouvé l'incandescence. Avec Birkin, la fusion créative. Avec Bambou, la douceur crépusculaire. Avec Gréco, la légitimité artistique. Avec Gall, Deneuve, Paradis, il a exploré les nuances de la voix féminine comme vecteur de provocation ou de transmission. Chaque rencontre a engendré une métamorphose dans sa musique comme si chaque femme révélait une facette cachée de son génie. Mais cette dépendance avait un prix. Les femmes, en devenant ses muses, perdèrent parfois leur propre voix. France Gall en fit l'amère expérience.
Instrumentalisée dans une chanson à double sens qu'elle n'avait pas compris, elle incarne le revers de la médaille, celui d'une innocence sacrifiée à l'autel de la provocation. Jane Birkin, malgré l'amour profond, dut endurer les excès et la violence d'un homme ivre de ses contradictions. Même Bardot, adulée dans le monde entier, se retrouva réduite à l'image sulfureuse d'une chanson scandaleuse. Ce paradoxe tient à la personnalité de Gainsbourg, à la fois profondément admiratif des femmes et férocement égocentrique. Il voyait en elles une force créatrice, mais il les inscrivait toujours dans son propre récit. Elles étaient sublimées, mais rarement écoutées pour elles-mêmes. Dans son univers, la femme était un support d'art, une matière première, un souffle indispensable, mais rarement une voix autonome. Ce déséquilibre explique les blessures laissées derrière lui et les témoignages contrastés de celles qui l'ont aimé. Cependant, il serait injuste de réduire cette relation à une exploitation, car dans cette vampirisation, il y avait aussi une forme de réciprocité. Les femmes de Gainsbourg ont été marquées, mais elles ont aussi grandi. Bardot a découvert qu'elle pouvait être chanteuse, Birkin a bâti une carrière musicale internationale grâce à lui, Paradis a franchi un cap décisif dans son évolution artistique. Gainsbourg, en les choisissant comme vecteurs, leur a offert un patrimoine culturel qu'elles ont su ensuite porter et transformer. C'est là tout le paradoxe. Gainsbourg fut à la fois destructeur et révélateur, misogyne et féministe, égoïste et généreux. Il a façonné son mythe à travers elle, mais ce mythe n'aurait jamais existé sans leur participation active, consciente ou inconsciente. Les muses de Gainsbourg ne sont donc pas seulement des satellites autour d'un soleil masculin. Elles sont les étoiles qui ont illuminé son ciel, chacune à sa manière, chacune avec sa lumière propre. En fin de compte, comprendre Serge Gainsbourg, c'est accepter cette contradiction permanente. L'homme qui aimait les femmes au point d'en faire le cœur de son œuvre, mais qui les abîmait parfois en les enfermant dans ses obsessions. Ce paradoxe nourrit encore aujourd'hui les débats sur son héritage. Génie ou tyran, amoureuse ou prédateur, peut-être était-il tout cela à la fois. Ces muses, en tout cas, en sont la preuve vivante. Elles témoignent d'une vérité universelle. Derrière chaque grand créateur se cache une constellation de femmes, de visages, de voix et de destins souvent passés sous silence. Chez Gainsbourg, cette constellation est immense et multicolore. Elle éclaire encore, bien au-delà de sa mort, une œuvre qui demeure inséparable du féminin. Revisiter Serge Gainsbourg à travers les femmes de sa vie, c'est dévoiler l'envers du mythe. Juliette Gréco l'a initié, Brigitte Bardot l'a enflammé, Jane Birkin l'a façonné, Bamboo l'a accompagné dans la chute. À leur côté, France Gall, Catherine Deneuve ou Vanessa Paradis ont incarné ses inspirations artistiques, ses audaces, ses provocations. Toutes, qu'elles aient été amantes, muses ou collaboratrices, ont laissé une empreinte indélébile sur son œuvre. Mais elles ont aussi payé le prix d'un génie qui puisait dans leur énergie jusqu'à les marquer à vie. Gainsbourg ne fut jamais un créateur isolé. Son art est inséparable du féminin. Derrière la légende provocatrice, derrière l'homme à la tête de chou, se dessine une vérité plus intime. Serge Gainsbourg était avant tout un homme dépendant des femmes pour exister, aimer et créer. Et c'est peut-être là que réside la force, mais aussi la fragilité de son héritage. Avant Brigitte Bardot, avant Jane Birkin, avant même que Serge Gainsbourg ne devienne ce provocateur adulé et craint, il y eut Juliette Gréco. Dans la mythologie intime de l'artiste, elle occupe une place particulière, celle de l'initiatrice, du regard bienveillant qui a permis à l'apprenti de se sentir légitime. Dans les années 1950, Gainsbourg n'est encore qu'un jeune pianiste de bar maladroit dans son apparence, mal à l'aise dans son corps qu'il juge disgracieux, rongé par un complexe d'infériorité. Lucien Ginsberg, son vrai nom, hésite encore entre la peinture et la musique mais n'ose pas s'affirmer comme auteur-interprète. C'est dans ce Paris bohème, grouillant de café enfumé et de cave de Saint-Germain-des-Prés, qu'il croise Juliette Gréco. Gréco n'est pas une femme ordinaire. Déjà surnommée la muse de l'existentialisme, elle incarne à elle seule l'esprit d'une époque où l'art et la philosophie s'entremêlent. Elle chante les textes de Sartre, d'Aragon ou de Prévert. Elle fréquente Boris Vian, Miles Davis, Jean-Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Femme libre, indépendante, elle fascine et impose le respect. Pour le jeune Gainsbourg, encore incertain de sa valeur, approcher Gréco, c'est comme toucher à une forme de sacré. Elle symbolise la reconnaissance de la bohème parisienne, ce cercle intellectuel où l'art se vit avec intensité. Leur rencontre marque un tournant. Juliette Gréco, dotée d'une intuition rare, perçoit chez ce jeune homme la fragilité et le génie à l'état brut. Là où d'autres voyaient un musicien de piano-bar un peu gauche, elle détecte un potentiel unique. Elle l'encourage, l'invite à croire en ses propres chansons et surtout, elle lui offre l'arme la plus puissante, la légitimité. Quand Gréco, déjà adulée par un public exigeant, interprète ses premiers textes, elle lui donne une voix, une crédibilité.
et lui ouvre les portes d'un monde qui jusque-là lui semblait interdit. Pour Gainsbourg, cette validation est essentielle. Juliette Gréco ne fut pas son amante au sens physique, mais elle fut plus encore une muse intellectuelle, une passeuse. Elle l'a convaincu que la laideur pouvait être sublimée, que la différence pouvait devenir un atout. Lui qui se sentait rejeté par son physique découvre grâce à elle que l'art peut transfigurer les failles. Gréco incarne l'idée que la beauté ne réside pas uniquement dans l'apparence, mais dans la profondeur des mots, dans l'intensité de l'expression. Leurs échanges dépassent la simple relation professionnelle. Ils discutent des nuits entières dans les cafés, échangent sur la poésie, la peinture, la politique. Gréco, par son charisme et son indépendance, incarne une forme de féminité nouvelle qui bouleverse Gainsbourg. Une femme libre, refusant de se soumettre, capable d'inspirer et de diriger. Dans ce miroir, il se découvre lui-même. C'est là qu'il forge les premières pierres de son personnage. Un dandy cynique, provocateur mais hypersensible, conscient que ses mots peuvent séduire davantage que son apparence. Il faut imaginer ce jeune homme fragile, impressionné par l'aura magnétique de Gréco, tentant de cacher son admiration derrière un humour cinglant. Il note ses remarques, ses encouragements, et comprend que pour exister, il devra accepter de ne jamais être l'homme séduisant aux yeux bleus qui faisait fantasmer les foules. Non, sa séduction à lui sera ailleurs, dans les mots crus, dans la provocation poétique et dans cette manière d'oser ce que d'autres n'osaient pas. Gréco, par son regard, l'a aidé à s'assumer. On peut dire sans exagérer que sans Juliette Gréco, il n'y aurait peut-être pas eu le Serge Gainsbourg que l'on connaît. Elle fut la première à lui tendre la main, à croire en ses chansons, à l'introduire dans un cercle où se mêlaient jazz, littérature et philosophie. Elle a planté en lui une graine, celle de l'artiste qui assume sa différence et qui s'affirme par la force des mots. Dans l'histoire des femmes de Gainsbourg, Juliette Gréco n'est pas celle des scandales, ni celle des passions tumultueuses. Elle est la matrice, la fondatrice, celle qui lui a appris que l'art n'était pas un passe-temps, mais une nécessité vitale. Elle est la femme de l'éveil, de la légitimation, et à ce titre, elle reste dans sa mémoire comme la première grande rencontre, la première véritable muse. Si Juliette Gréco fut l'initiation, Brigitte Bardot incarne la révélation publique, l'explosion médiatique et sentimentale qui propulse Gainsbourg dans une autre dimension. Leur histoire est courte, presque furtive, mais elle a laissé une empreinte indélébile dans la mémoire collective et dans la légende de l'artiste. Nous sommes en 1967. Brigitte Bardot, alors au sommet de sa gloire, est la femme la plus désirée au monde. Elle a déjà bouleversé le cinéma international avec « Et Dieu ?» Créée à la femme, elle est devenue un mythe de sensualité, symbole d'une liberté nouvelle et d'une féminité triomphante. Dans ce paysage, Serge Gainsbourg, artiste déjà reconnu mais encore marginal, croise sa route. Leur rencontre tient du choc des titans. Bardot, star planétaire, est fascinée par cet homme qu'elle décrit comme laid mais irrésistible. Lui, longtemps complexé par son physique, est bouleversé de séduire une telle icône. Leur liaison, brève mais intense, révèle une alchimie inédite. D'un côté, la sensualité incandescente de Bardot, de l'autre, la noirceur et l'ironie provocante de Gainsbourg. C'est une passion nocturne, brûlante, placée sous le signe de l'urgence et de la clandestinité, car Bardot est alors marié à Günther Sachs. L'épisode le plus marquant de leur relation reste sans doute la naissance d'un chef-d'œuvre. Je t'aime, moi non plus. Un soir, dans l'intimité de leur liaison, Bardot lui demande de lui écrire la plus belle chanson d'amour qui soit. Il s'exécute en une nuit, laissant libre cours à sa plume sulfureuse. Ce duo charnel, enregistré dans la foulée, fait scandale. Les soupirs, les gémissements, la crudité des paroles provoquent de la censure et déclenchent l'ire des bien-pensants. À l'époque, la France gaulienne n'est pas prête à entendre un tel hymne au désir charnel. Bardot, par crainte du scandale et sous la pression de son mari, renonce à sortir la chanson. Elle restera dans les tiroirs et ce sera Jane Birkin, quelques mois plus tard, qui donnera au titre une seconde vie, celle que l'on connaît. Mais l'origine du morceau, son inspiration première, reste gravée, c'est Bardot, la muse incandescente. Cette chanson résume à elle seule leur histoire. Un amour interdit, passionnel, trop brûlant pour durer. Bardot a confié plus tard que Gainsbourg était l'un de ses grands amours, mais un amour impossible. Lui, de son côté, n'a jamais caché que cette liaison l'avait marqué à jamais. L'érotisme de Bardot, sa liberté, son refus des conventions, ont nourri en lui cette conviction que la provocation n'était pas seulement un jeu artistique, mais une arme pour bousculer la société. Leur histoire, bien que brève, a aussi une dimension symbolique. Elle marque la rencontre entre deux époques. Bardot, icône du cinéma et de la libération sexuelle, Gainsbourg, poète maudit en quête de reconnaissance. Ensemble, ils cristallisent l'esprit de la fin des années 60, ces années où l'Occident bascule vers plus de liberté, où l'amour se revendique hors des carcans bourgeois.
Leur liaison devient ainsi un épisode clé, presque mythologique, de la culture populaire française.